Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. C'est le 25e qu'on passe ensemble. Je suis Thomas Mourier, le rédacteur en chef de Bubble. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Guy Delisle qui va venir nous parler de son album Chronique de jeunesse qui est paru chez Delcourt dans la collection Shampoing. Bonjour Guy. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. On va parler du livre ensemble, mais juste avant, je vais en dire quelques mots. Si vous prenez le live en route et que vous n'avez pas vu encore les chroniques sur l'album, c'est un recueil de souvenirs de quelques étés d'un job adolescent qui va être marquant à plusieurs titres. C'est une plongée dans le monde de l'usine, dans le monde ouvrier, où à la manière des précédentes chroniques dans des dictatures étatiques, ici on découvre plutôt la dictature du travail à travers les yeux d'un jeune qui ne veut pas rester ici. C'est aussi le début d'une vocation et de l'impulsion d'un dessinateur qui ne sait pas encore qu'il va être auteur de bande dessinée, mais qui en découvre les grands maîtres. C'est aussi un livre sur la relation père-fils qui éclaire une partie de sa bibliographie et de Chroniques de Jérusalem au Guide du mauvais père. Et on a une heure ensemble pour aborder tous ces sujets. Et je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires. Elles apparaîtront à l'écran et notre invité pourra y répondre. C'est donc un live interactif, donc n'hésitez pas à les lancer à n'importe quel moment. Je les passerai en priorité. Et donc pour lancer la discussion, Guy, une première question. Pourquoi être revenu aujourd'hui sur cette période très précise? Eh ben, ça me trottait dans la tête depuis un bon moment, comme pas mal de bandes dessinées que je fais. Je fonctionne un peu comme ça, l'idée revient, et puis à un moment, quand ça fait des années que l'idée revient, je me dis, bon, ben, c'est peut-être une bonne idée parce qu'elle tient le coup. Et là, c'était pour moi le moment de me dire, soit j'essaie de le faire, ou soit j'oublie cette idée. Donc, j'ai tiré sur le fil. En fait, c'était assez étonnant parce que je pensais pendant longtemps que il n'y aurait pas de quoi faire un livre, il y aurait de quoi faire une histoire courte ou deux. Et j'ai commencé à noter. Moi qui ai une mauvaise mémoire, j'étais assez surpris. J'ai commencé à noter une anecdote ou deux. Donc après, la journée d'avant, il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Je me disais, ah oui, il y avait aussi ça. Et petit à petit, en fait, ben voilà, je me suis retrouvé avec pas mal de matériel à illustrer, à raconter. Et je me suis dit, oh, ben, ça va peut-être faire un livre au final. Et je me suis lancé. Et bah après, voilà, ça faisait quand même 150 pages et tout ça, c'était en allant chercher comme ça des petits souvenirs qui sont quand même pour assez vieux, hein. Ça fait 35 ans ouais, que j'étais là-bas. Mais bon, les souvenirs étant encore là. Et le titre Chronique de jeunesse, ça l'inscrit un peu dans une filiation avec les autres chroniques, Chronique birmane ou Chronique de Jérusalem. Est-ce que tu as abordé un peu cette ville-usine sous le même angle d'observation d'un pays inconnu? Bah oui, c'est un peu ça, parce que là, je me disais, le lecteur a l'habitude de voyager avec moi. Là, j'avais envie, ce qui était chouette, c'était de retourner à Québec, puis d'utiliser cette langue qui est un peu ma langue maternelle. Les expressions québécoises qui revenaient. Puis, ben, pour moi, en fait, ce milieu de l'usine est aussi exotique qu'un pays, hein, avec des personnages dedans. Il y a toute une brochette de gars qui bossent là-dedans, qui veulent y passer leur vie ou qui veulent pas du tout y passer leur vie. Et puis, moi, j'arrivais là que l'été, donc j'ai fait 3 étés. Pour eux qui étaient là tout le temps, on était nous juste des petits jeunes qui passaient et ils ne nous calculaient pas, ou il y en a qui s'intéressaient à nous. Donc, il y avait un peu de tout, c'est intéressant. Et pour moi, ouais, il y a ce côté exploration et puis observation. Donc ça reprend beaucoup ma façon de travailler, c'est-à-dire d'aller à un endroit, de prendre des notes et de là-dedans trier ce qui me paraît intéressant, drôle, comique. Et est-ce que du coup, c'était un album qui était plutôt improvisé ou est-ce que avant d'attaquer, tu t'es remémoré beaucoup de choses Improviser, non, parce que je me suis remémoré ouais, tout ce qui me paraissait. En fait, là, les seuls souvenirs qui me restaient, c'était ceux qui étaient marquants. Donc forcément, en allant chercher dans la mémoire, je me disais, ah oui, c'est vrai, il y avait ce gars qui m'avait invité à faire un tour de garde et à dormir chacun à son tour. Et ça m'est revenu à l'esprit parce que c'est tellement bizarre comme histoire que je me suis retrouvé à dormir sous une enrouleuse pendant 2 heures. Et donc forcément, voilà, je le note sur un bout de papier. Et dès comme ça, j'en avais 3 pages. Et à un moment, je me suis dit, bon, ben, ça devrait être assez, parce que bon, il n'y avait plus rien qui me paraissait essentiel. Et quoique, à la fin, j'étais en train de me raser et je remarque que j'ai une toute petite cicatrice au front. Et je me dis, ah oui, mais ça, c'est un truc qui est arrivé à l'usine.
et j'étais en train de démonter avec des grosses clés et ça m'a glissé des mains et la clé m'a tapé le front comme ça et ben, je continuais à essayer de dévisser ce machin dans le bruit et la chaleur ambiante et puis en fait je saignais, je pissais le sang, je ne me rendais pas compte et les gars sont venus, ils ont arrêté l'enrouleuse et puis donc voilà je me suis rappelé de ça et c'était à la fin de l'album et mon éditeur on était en train de faire calculer les pages de garde pour que ça tombe bien à droite. Et j'ai écrit, une fois que tout était fini, je dis, ah oui, il y a encore une page que je veux rajouter, désolé. Et il y en avait encore une autre, comme ça, qui s'est rajoutée, que j'aurais pu rajouter, mais bon, j'ai pas osé. Et puis à la fin, ça va. C'était pas nécessaire de la mettre non plus. Mais voilà, ça s'est grainé aussi au fur et à mesure du livre, ça c'était rigolo. Oui, c'est-à-dire que le chemin de fer a été un peu bousculé par les souvenirs qui apparaissaient au fur et à mesure, c'est ça? Et ben, juste à la fin, sur un Ouais. seul, en fait, avec une page. Mais ça tombait bien parce que justement, il y avait un chapitre qui était impair et en le mettant pair, ça tombait du bon côté. Donc finalement, c'était pas un gros problème. Et du coup, est-ce que pour dessiner tout ça, toutes ces machines, l'ambiance, les lieux, je crois que j'ai lu quelque part que tu es retourné là-bas, c'est ça, pour faire des croquis? Oui, moi je repasse à Québec assez souvent parce que ma famille est là-bas et j'avais fait une résidence à Québec pour lors du festival de bande dessinée de Québec. Ils font des résidences l'été et j'avais eu la chance de pouvoir en profiter. J'avais fait des croquis et j'étais retourné dans cette usine pour faire des croquis. Et à l'époque déjà je me disais ça fait au moins une dizaine d'années. Je me disais, ah, ce serait pas mal d'évoquer ces souvenirs, mais sans trop voir la forme que ça pourrait prendre. Et après, quand ça s'est un peu plus précisé, j'étais de passage à Québec et j'ai rappelé une personne que j'avais contactée pour lui demander si je pouvais aller voir l'usine. C'est pas simple en fait, parce que là-dedans, les gens, ben, ils bossent. Toi, tu arrives, il faut que tu sois avec quelqu'un, il y a tout un truc de sécurité. Et, bon, je pense pas qu'ils sont fans, mais en fait, ils étaient assez gentils parce qu'ils savaient d'où je venais. Ils se rappelaient, il y en a qui se rappelaient de mon père. Donc, celui qui m'a fait visiter, par exemple, il connaissait mon père. Donc, ben, il me fait visiter l'usine. J'avais un appareil photo et j'ai pris des photos parce que je savais très bien que pour après dessiner tout ça, ça serait vraiment compliqué. De le faire de mémoire, c'est pas vraiment possible. Et c'est assez précis, donc d'avoir juste quelques photos, ça suffisait. Donc je me suis baladé à toute vitesse derrière le gars qui me fait visiter ça. Et la moitié des photos sont floues, mais pour une référence, ça fonctionne. C'est ça qui est bien quand on dessine, c'est qu'après on reprend tout, on reprend dans la photo l'information qui nous importe. Et donc voilà, oui, j'ai fonctionné avec des photos. Et est-ce que c'était une technique que tu utilisais déjà dans tes précédents carnets de grands voyages? Ben, pas vraiment, ça a évolué. Quand j'étais en Chine, j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas de photo. Mais de toute façon, Shenzhen est juste une grosse ville, il n'y a rien de particulier. Peut-être maintenant, oui, mais à l'époque, elle se construisait à toute vitesse et c'était surtout les chantiers de construction qui la caractérisait. Donc, c'était différent quand après, je suis allé en Corée du Nord. En Corée du Nord, par contre, j'avais pas d'appareil photo non plus, mais j'avais un copain qui, lui, avait fait de la vidéo. Il se prenait avec son appareil vidéo et puis il filmait plein de trucs. Donc, il m'avait prêté, lui, ses bandes vidéo. J'avais extrait des images, ou quelqu'un avait fait un espèce en fait, j'avais réussi à récupérer des images de gens à gauche, à droite, parce que moi là-bas, j'avais pas d'appareil photo. Après, tout ça, ça a changé. Quand je suis allé en Birmanie, ben, c'était l'événement un peu des appareils numériques très accessibles. Donc, j'en avais un, et puis je photographiais comme tout le monde la famille. Et je me suis servi de ces photos-là pour faire des architectures qu'après on ne retrouve pas. Et la Birmanie, là, ça aurait été un peu compliqué d'aller chercher des vues de la rue et tout ça. Et ça a évolué aussi après quand j'étais à Jérusalem. Là, ben, j'avais mon appareil photo et j'en ai pris, comme tout le monde, des tonnes et des tonnes. Et la seule différence, c'est que Jérusalem, étant une ville extrêmement photographiée, et Hmm. ben, j'allais sur Google Images et je trouvais n'importe quel coin de rue instantanément. J'ai même retrouvé sur Google Images la voiture que j'avais vendue à un gars. Donc c'est pour te dire à quel point cet outil est assez étonnant. C'est
pratique. Des fois, on ne trouve pas tout, mais quand même, souvent c'est facile. Mais pour une ville comme Jérusalem, il y a tellement de gens qui sont allés là-bas, qui ont pris des photos, qu'en fait, des fois, je savais que j'avais la photo, mais il y avait deux choses aussi. J'avais fait des croquis, et je préférais me baser sur les croquis que j'avais faits. Ils étaient beaucoup plus vifs dans mon esprit qu'une photo qui était enterrée dans mes 300 photos que j'avais pris, voire plus. Et des fois, j'allais sur Google Images parce que c'était plus facile de le trouver qu'aller dans mes photos à moi. Ouais. Et du coup, dans Chronique de jeunesse, tu mets en scène une génération en fait, bon, qui est une génération d'avant, qui a connu un peu le travail d'une manière différente, mais on a l'impression quand on lit le livre que c'est très contemporain. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ou c'est un effet collatéral? Oui, non, c'est pas calculé parce que moi j'étais vraiment dans le côté presque vintage, le côté nostalgie aussi, et je le vois bien parce que moi j'ai un fils qui a 17 ans, donc je le regarde aller, je me dis moi qu'est-ce que je faisais à son âge, je me dis ah oui, c'était mon premier, c'était mon boulot d'été à l'usine, j'avais commencé à 17 ans je crois. Et donc quand j'explique qu'à l'époque je passais l'été à côté du téléphone parce que ben, il n'y avait pas de portable. Pour être certain qu'on avait le boulot, il fallait qu'on attrape l'appel. Donc quand le téléphone sonnait, je me précipitais. Et puis voilà, quand je savais que j'allais travailler le soir, ben là j'avais un peu de détente, mais sinon on était rivés au téléphone. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît Ouais. complètement exotique, j'imagine, pour les jeunes, ou en tout cas impensable. Donc ça, il y a un côté nostalgique de raconter ça, il y a un côté nostalgique aussi de raconter c'était quoi écouter de la musique, moi quand j'avais 18 ans, et ça, j'ai envie de le faire, je crois, parce que je veux parler à mon fils et à ma fille et leur expliquer qu'on avait, voilà, les vinyles, l'image était grosse comme ça, et moi je m'assoyais dans la chambre de mon frère et j'écoutais des disques sans images, avec juste la pochette qu'on avait, et puis qu'on dépliait ça, on la retournait dans tous les côtés, et ça durait le temps d'un côté, 25-30 minutes par côté de... Ça, il y a vraiment un côté nostalgique. Hmm. Donc, après le travail, je crois qu'il n'a pas beaucoup changé. À l'intérieur de l'usine, c'est toujours pareil. Cette usine tourne depuis 1929, quasiment sans arrêt. C'est hallucinant. Ouais. À part les quelques grèves qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des longues grèves quand même qui ont marqué cette usine. Et sauf la sécurité, évidemment. Aujourd'hui, moi, quand j'y suis retourné, j'ai pris des photos. J'étais assez surpris parce qu'il n'y a plus personne qui était en short. Et il y a plus personne. Ils ont tous des casques maintenant. Donc, parce que le toit, il est vieux, le toit, et il y a des bouts qui tombent. Et donc, voilà, je l'illustre ça dans la bande dessinée. J'entends un bruit, un bout de métal qui tombe. Et Hmm. je le ramasse et je le ramène au boss. En fait, je lui dis, enfin, il y a ce truc-là qui est tombé. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était ah, heureusement que c'est pas tombé dans une machine. Je dis oui, une machine, certes, mais sur la tête de quelqu'un, par exemple, ça aurait pu être dramatique quand même. Donc voilà, c'est vraiment la mentalité de ces gars-là, en fait, qui font un peu corps avec leur machine, hein. C'est comme les cheminots qui connaissent leur machine par cœur, surtout à l'époque où c'était des machines presque manuelles. Maintenant, c'est peut-être différent, mais il y a toujours un lien comme ça qui se crée entre l'homme et ces grosses machines spécialisées, parce que c'est vraiment comme une grosse locomotive. Les gars qui ont travaillé toute leur vie sur ces machines les connaissent, mais par cœur. C'est assez fascinant. Mais c'est ça, c'est que comme tu les as dessinés, on a l'impression que ce sont des personnages. En fait, il y a les ouvriers qui ont des caractères précis, mais les machines ont des caractéristiques aussi précises. Du coup, est-ce que tu t'es fait un trombinoscope des machines que tu voulais représenter ou c'est venu plutôt dans le décor? C'est venu dans le décor. Il aurait fallu que moi j'y travaille beaucoup plus longtemps pour comprendre bah, tous les aspects. J'étais là que 3 étés et je pouvais comme ça comprendre deux, trois trucs, comment ça fonctionnait, le langage qu'ils ont. Alors ça, c'était fascinant parce que comme on est très très loin, enfin, quand on est à l'autre bout de la machine, la voix peut pas porter parce que de toute façon c'est tellement bruyant. Et donc on gesticule, mais même ça c'est pas assez. Donc il y avait la lampe de poche et après quand on se retournait parce qu'on avait vu une lumière au loin, eh ben, avec les bras il y avait tout un langage. Va chercher un électricien, va chercher le gars qui s'occupe des tuyaux, ou je vais aux toilettes, ma femme m'appelle. Enfin, il y avait tout un paquet de,
oui, un métalangage qui s'est développé. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a d'autres mots qui se sont rajoutés aujourd'hui. Ça serait passionnant de l'étudier. Une espèce de langage interne aux gens qui travaillent dans une usine qui est très bruyante. Il y avait ça. Ça, c'était fascinant. Donc moi, je passais là l'été, j'en captais des bouts. Les gens qui ont vécu là, c'est certain que j'aurais bien aimé pouvoir m'asseoir avec quelqu'un, surtout un ouvrier qui a fait le travail que moi j'ai fait, mais toute sa vie. Mhm. J'étais en contact après l'album, il y en a qui m'ont écrit, et il y en a même un que j'ai appelé, donc on a papoté, mais et j'aimerais pouvoir me balader avec un de ces gars-là dans les machines et puis lui poser des questions, et puis qu'il m'explique plus. Je crois qu'il y aura des trucs assez intéressants. Peut-être des conversations de spécialistes, mais bon, Ouais. moi, ça m'intéresserait. Ouais. Mais du coup, tu dis qu'il y a des gens qui ont lu l'album après, des anciens ouvriers, c'est ça? Ouais, ouais, il y a un gars qui a travaillé là pendant 41 ans. Il m'a dit, ouais, il connaissait bien mon père. Et je l'ai appelé, et puis comme ça, j'ai pu avoir des anecdotes déjà sur mon père, sur l'usine un peu, sur le fonctionnement de là-bas. Donc c'était chouette, c'est une conversation qui s'est faite par rapport à Olive, puis à part, il m'a écrit, j'ai répondu, et puis j'ai tout de suite passé un coup de fil, on a papoté pendant quelques heures, c'était chouette. D'autres gars aussi qui m'ont écrit et auxquels j'ai répondu et qui avaient beaucoup aimé le livre, en fait, qui me donnent des commentaires sur. Bon, ceux qui m'écrivent, ils ont bien aimé le livre, mais ça ne m'étonne pas parce que euh, eux, ils expliquent le boulot. C'est dur de rentrer dans cette usine. C'est pas, les gens qui travaillent là, ils peuvent pas faire visiter l'usine. Donc là, ils peuvent montrer un album en disant, regardez, c'est ça le travail qu'on fait là-dedans et c'est à ça que ça a de l'air, l'ambiance un peu. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir le montrer et puis qu'on parle d'eux, puis de ce qu'ils font. Je comprends, ça leur plaît beaucoup. Donc moi j'aime bien ce genre de retour parce que ça touche directement aux gens euh, que je décris là-dedans, en fait. Donc, j'ai pas eu directement les gens que je décris qui m'ont écrit. Mais il y en a qui ont dit, j'ai l'impression de connaître la moitié des gens qui sont là-dedans parce que lui, il a passé la vie dans cette usine. Donc ça c'est chouette, ces retours qu'on peut avoir par Internet. Et du coup, tu as évoqué aussi ton père. Est-ce que c'était donc c'est un sujet du livre? Est-ce que c'est aussi ce sujet qui t'a poussé aussi à faire ce recueil de souvenirs? En partie, je crois, puis peut-être ce qui m'a libéré de le faire, je crois comme je voulais, c'était que mon père est décédé il y a 4 ou 5 ans. Et je m'étais dit, tiens, à ce moment-là, je pourrais parler de lui, du rapport que j'ai, parce que je crois que j'aurais eu pas mal de scrupules de le faire quand il est vivant, parce que il aurait lu, il aurait fallu que j'en parle avec lui, et puis, ouais, ou il m'en aurait tout simplement pas parlé, ouais, c'est ce qui aurait été aussi tout à fait son genre. Mais voilà, je me sentais peut-être plus à l'aise, le fait, puis je l'avais pas prévu dans l'album autant que ça, hein. Quand j'ai fait l'album, je me suis rendu compte qu'il était là au début, au milieu, à la fin, et que c'était en filigrane Mm. assez présent. Et oui, forcément, avec le rapport que j'explique. Enfin, moi, au début, je pensais de parler que de l'usine, mais évidemment, l'usine, c'est par mon père que moi je la connais. C'est par mon père que j'y suis allé travailler. Et toutes les histoires qu'on entendait par mon père de la shop, du moulin, de la wheat paper, eh ben, c'était cette usine. Donc, il fallait que je décrive le contexte. Et finalement, ben, il fallait que je décrive lui, le contexte, la relation que j'avais avec lui. Donc, il est un peu apparu euh, par nécessité de narration, c'est ça. Donc c'était assez logique. Et de le mettre à la fin aussi pour conclure, c'était logique. Donc c'était la seule façon que je trouvais de raconter ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi. Ça parlait un peu de peut-être une génération, parce que moi je parlais avec d'autres gars à l'atelier où je travaille et les relations qu'ils ont avec leur père. Fait, de ma génération, c'est pas tous évidemment, mais les pères pouvaient être assez absents et ça avait l'air de pas trop déranger personne, ou en tout cas c'était pas bon. Mon père était spécial, mais c'était pas non plus une anomalie. Alors qu'aujourd'hui, les pères sont plus présents. Enfin, je le vois et on peut se permettre d'être même papa poule et ça étonne personne. Donc les relations ont changé. Ça parle aussi un peu de ça, en fait, les relations qu'il y avait avant avec les pères et fils et celles qu'il y a aujourd'hui.
Et forcément, ça fait un éclairage sur les autres livres que j'ai faits, parce Oui, c'est que ça. quand on me voit en train de pousser une poussette dans les rues de Birmanie, ou quand on me voit dans le guide du mauvais père, voilà, on voit un peu pourquoi je suis papa poule. Oui, c'est ça, c'est que ça éclaire vraiment une partie de ton œuvre d'une manière assez différente. Et du coup, même là, j'ai passé un petit clip en intro et c'est ton fils qui signe la musique du clip qui a été fait, c'est ça? Oui, ça s'est fait un peu par hasard. Ils avaient besoin d'une musique et ils utilisent souvent ceux qui travaillent sur le vidéo d'une banque de musique sur laquelle ils sont inscrits, plus ou moins gratuit. Ça correspondait, mais c'était un peu quand même un peu mou du genou. Donc j'écoutais ça avec mon fils, qui est de plus en plus dans la composition. Et puis elle me disait ouais bon la musique est pas top. Je dis bah tiens tu pourras peut-être t'y mettre. Donc ben, tout le monde était d'accord. Donc voilà, il s'y est mis. Il a fait ça en un week-end et demi. Et puis on a mis la musique. Donc c'était bien sympa. Ah, c'est chouette de l'inclure, déjà qu'ils étaient inclus donc dans les bandes Mais oui. dessinées. Là maintenant ils sont dans mes vidéos. Oui, ils étaient dans mes livres avant. Ils sont un peu toujours là. Hein. Et c'est ça justement, ils étaient dans tes livres avant. J'ai vu que le guide du mauvais père, il y avait une intégrale qui sortait, c'est-à-dire que c'est fini, la série est clôturée. Ils sont trop grands. Voilà, je suis dans le quatrième, j'explique par une petite histoire qui en a fait pleurer quelques-uns, que voilà, que je les dessine tout petits et puis qu'en fait ils sont plus tout petits comme ça. Hmm. Et à un moment, ben, la source c'est un peu tarie parce que moi ce qui m'inspirait ces histoires-là, c'était le quotidien et la petite enfance. Donc quand ils sont mignons, de rire d'eux, de se moquer, ça reste mignon. Mais il y aurait peut-être des trucs à faire adolescent, mais moi, j'y trouve pas trop de. Je sais pas, les miens, fait, ça va, quoi, ils sont plutôt sympas. Et l'adolescente, je sais pas, ça se passe bien, donc il y a pas matière à faire beaucoup de trucs drôles, je trouve. En tout cas, moi, c'est pas le registre qui me plaisait ou qui m'inspirait pour faire le guide de mon père, donc ça s'est arrêté de façon logique au quatrième. Et du coup aussi, dans les séries qui s'arrêtent un petit peu, après que tu aies reçu le Fauve d'Or à Angoulême pour les Chroniques de Jérusalem, finalement tu as pu publier de nouveaux grands voyages. Donc est-ce que c'était pour passer un peu à autre chose ou est-ce que tu n'en as plus fait en fait de voyage tout simplement? Oui, simplement, on en a plus fait, ouais. Puis on en a plus fait parce que quoi? Parce que les enfants grandissaient et on s'est installé à Montpellier, où on était déjà, en fait. Et là, disons que eux, ils commençaient l'école, enfin mon fils rentrait ben, au conservatoire et au CP, et donc c'était l'école un peu plus normale. On n'avait pas envie de faire ça toute notre vie de façon de l'humanitaire, on savait que ça s'arrêterait. Jérusalem avait été une année assez fatigante. Il y avait beaucoup de tensions là-bas, donc en revenant, on était crevés. Et ça s'est un peu décidé par la force des choses, c'est-à-dire que voilà, on l'avait fait assez longtemps. Maintenant, les enfants étaient grands. On était content aussi de juste s'installer. Et donc, ça s'est arrêté comme ça. Après, moi, je fais toujours des petits voyages, mais c'est dans le cadre de mes invitations dans des festivals. À gauche à droite parce que j'ai la chance d'être traduit dans pas mal de langues et ben, je reçois une invitation de fois de temps en temps. Et donc voilà, mais ça, c'est pas avec ça que je vais faire un livre parce que c'est pas parce que je passe 3 4 jours, je sais pas, j'étais à Abu Dhabi il y a 2 ans, ben, je peux faire un livre là-dessus, donc c'est très différent. Après, on verra quand les enfants seront grands et ils seront peut-être plus à la maison et que nous, on sera libre de repartir. Je sais que ma compagne m'en parlait. Elle aimerait bien peut-être essayer de faire un peu d'humanitaire encore. Oui, parce que là, en fait, c'était pas des voyages projetés pour le sujet du livre, c'est un peu fait parce que vous étiez là-bas pour les projets humanitaires. Et du coup, là, t'aurais pas envie de projeter un voyage sur un pays en particulier que tu aurais envie de découvrir? S'il y a des pays où j'aimerais pouvoir faire comme tout le monde, hein, le Japon, j'aimerais bien. On est allé au Japon en famille, on a beaucoup aimé. Retourner au Japon, ça sera un vrai plaisir. Il y a des pays qui, après, pour faire un livre, par contre, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller en Afrique de l'Ouest, Hmm. Gabon, Sénégal, ce genre de pays, Côte d'Ivoire. Ça serait vraiment intéressant de voir, je crois, une culture. Moi, je suis allé en Afrique, mais de l'Est, on était en Éthiopie pendant une année. Mais moi, j'ai pas fait d'album sur l'Éthiopie.
parce qu'en fait, j'ai travaillé sur Pyongyang pendant toute l'année où j'y étais. Et ça m'attirerait ouais, d'aller faire un tour en Afrique. Surtout si c'est en Afrique francophone, il n'y aurait pas le décalage de la langue, et puis il y aurait justement la façon dont ils utilisent, eux, le français. Moi qui est un francophone américain qui a marié une francophone de l'océan Indien, Mhm. ça c'est intéressant de se retrouver dans un pays francophone africain. Je suis sûr qu'il y aurait des trucs à raconter. Mm. Et aussi, entre-temps, donc entre Chronique de jeunesse et Chronique de Jérusalem, il y a eu des albums très différents, S'enfuir, récit d'un otage, autour du témoignage de Christophe André, et Ici ou ailleurs avec Jean Echnoz. Comment tu as approché en fait ces projets-là, et surtout S'enfuir, où c'est quand même raconté à la première personne, mais ce n'est pas toi? Alors pour oui, alors s'enfuir, c'était assez différent comme projet, mais là, c'est un projet que j'avais moi depuis Shenzhen, parce que Ok. j'avais parlé de Christophe dans Shenzhen. Je me rappelle d'avoir lu son histoire dans Libération, et ça m'avait fasciné. Les histoires de gens kidnappés, je trouvais ça. J'avais vu un documentaire sur différents profils de gens qui avaient été kidnappés, je trouvais ça vraiment fascinant. Et pour tout dire aussi, ça me fascinait peut-être parce que ça m'effraie, parce que kidnappé, on peut aller faire un voyage, je sais pas, au Mexique, en Colombie, et si on est au mauvais moment, au mauvais endroit, on se fait kidnapper, et voilà, on perd sa liberté complètement. Donc c'est assez fascinant. Il se trouve que dans l'humanitaire, Christophe, il travaillait à Médecins sans frontières. Un jour, je le croise, on va manger. Moi, je connaissais son histoire, et comme je suis trop curieux, j'ai pas pu résister à lui dire, et lui poser une question sur cette expérience de gars kidnappé. Et en fait, on était deux, trois, et il nous a raconté par le menu toute son expérience, sans aucun problème. En fait, il n'avait pas eu de traumatisme par rapport à ça, en tout cas pas qu'on pouvait voir ou qu'on pouvait deviner. Et il l'explique, lui, par le fait qu'il s'est évadé, hein. Il dit Mhm. la meilleure thérapie possible pour un kidnapping, c'est de s'évader. Voilà, lui, il s'était évadé, il nous racontait ça, et je me rappelle de ce repas encore de façon très vive. Je l'écoutais en me disant, mais c'est incroyable comme histoire. Enfin, moi, ça m'a vraiment fasciné, le fait d'être enfermé, que le temps passe comme ça. Enfin, on s'imagine d'être attaché dans un endroit, ne serait-ce que 24 heures. Il y a de quoi virer fou. Mais là, ça passe, c'est des jours, des semaines, des mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne dans notre tête? Donc, c'était surtout ça que j'avais envie Mhm. de creuser dans l'album. Comment on tient psychologiquement, comment ça tourne dans la tête. Donc, c'était parfait parce que j'avais Christophe, on se voyait de temps en temps, on s'est liés d'amitié. Et au bout de 15 ans, je lui ai dit, Christophe, je sais que j'ai traîné là, mais je pense que là, c'est bon, je pense que je m'y mets. J'avais essayé une fois, j'avais laissé tomber le projet, et la troisième fois, ben là c'était c'était le bon moment, et j'avais encore les bandes audio que j'avais fait avec lui à l'époque. Ça datait de quasiment 15 ans, et c'était plus frais dans sa tête, donc heureusement, et j'ai travaillé à partir de ça. Bon, en fait, pour moi, ce livre-là, c'est que ça a été une rencontre Mhm. assez unique, en fait, parce que pour moi, c'est une histoire qui est vraiment à part de toutes les histoires. Il y a des gens dans l'humanitaire tous les gens dans l'humanitaire ont des histoires incroyables à raconter, exotiques, mais comme tu peux même pas imaginer. Moi, il y a un gars qui me racontait qui fumait de l'opium avec un des traducteurs du Dalai Lama dans les montagnes près de l'Everest. Et ça doit être très, très beau, et ça ferait de très belles images à dessiner. Mhm. Mais au niveau de, de ce qu'on peut ressentir, c'est-à-dire que moi, ça m'arrivera jamais, je serai jamais dans une situation comme ça, et c'est très éloigné de moi comme histoire, très exotique certes, mais très éloigné de moi. Alors que là, un kidnapping, ça peut vraiment arriver à tout le monde en fait, et c'est ça qui me fascinait. Tout le monde se dit, qu'est-ce que je ferais moi? Est-ce que je tiendrais le coup? Est-ce que j'essaierais de m'évader? Et ça, en faisant cet album, voilà, c'est un peu, j'ai pu répondre à cette question auquel il n'y a pas vraiment de réponse, parce que Mhm. Christophe est un gars très calme, euh, très presque timide. Et là, dans une situation comme ça, il dit, j'en reviens pas. En fait, j'ai ouvert la porte, je suis parti, je me suis cassé. Enfin, on aurait pu me tirer dessus, c'était extrêmement dangereux. Et il dit, je ne sais pas si aujourd'hui je le referais.
Mais bon, voilà, il était dans une, il dit, dans une situation de stress comme ça, on est un autre. Donc, ça répondait à ma question, mais ça a été fascinant de travailler sur le livre. C'était une expérience qui était longue, mais passionnante. Est-ce que c'était aussi intense quand tu l'as écrite? Parce que à lire, c'est hyper intense, il y a des moments difficiles, mais est-ce qu'à écrire aussi, à dessiner aussi? C'était assez étonnant, hein, parce que ça a été un marathon. Je savais que je voulais que l'album soit long, qu'on sente passer le temps. C'était tout le but de ça, c'est qu'on se sente même prisonnier en le lisant. Parce que le rythme de lecture, hein, si on veut aller vite, on va vite. Si on veut lentement, on peut aller lentement. C'est pas comme un film, donc c'est très différent. Donc je voulais qu'il y ait beaucoup de pages et il y avait aussi beaucoup de choses à raconter dans le détail et dans le quotidien. Et je me rappelle que je dessinais au bout d'un an. Ça m'a pris plus de 2 ans faire ça, quoi. Et je me laissais. À un moment, il faisait chaud, c'était l'été. J'étais quasiment attaché à ma table parce que tous les jours, j'avançais petit à petit sur ce projet. Je m'étais laissé pousser la barbe, je ressemblais à Christophe. Si on m'avait filmé, en plus, j'avais acheté des menottes qui étaient attachées juste au-dessus de ma table pour avoir un modèle. Et il y avait ces menottes, je ressemblais à Christophe, j'étais quasiment attaché à ma table. À un moment, je me disais, lui, il a été kidnappé pendant 111 jours, et ça va me prendre probablement le même temps, voire un peu plus pour le faire. Il y a eu comme une métamorphose à un certain moment quand je faisais l'album. C'était assez comique. Oui, c'est assez étonnant. Et du coup, tu as une question de Heidi ah oui, donc c'est pas une question, il dit que lui aussi a travaillé en usine et qu'il était assez terrifié par les outils et les machines. Et c'est vrai que ça, tu le racontes dans l'album, mais il n'y a pas tellement d'accidents, même si il y a quand même des choses un peu dangereuses. Est-ce que là aussi, c'était une volonté de pas trop en parler ou c'est plutôt que tu n'en as pas vu? Moi, j'en ai pas vu, mais il y avait les vieux qui nous racontaient, comme je mets dans l'album, quand le gars est passé au travers du toit et qui est tombé dans les machines, les vieux, ils te disent ah ouais, le papier est devenu tout rouge. Donc après, je ne sais pas si lui, il l'a personnellement vu ou il l'a entendu, mais il y a eu des accidents, ouais, et il y a eu des accidents après moi. Et notamment celle que je raconte en fait avec le tuyau, un peu comme dans les dessins animés où la corde vient happer la jambe et puis on est emporté par la corde. Et bien il y a eu ça avec le tuyau d'air comprimé. Le gars a enroulé son truc, le tuyau s'est coincé dans les séchoirs et en l'espace de 2 secondes, quoi, le truc a dû fouetter, il s'est fait prendre par le tuyau, puis il s'est retrouvé dans les machines aplati et ensuite écrasé et se retrouver dans l'espèce de rivière en dessous des machines là où le papier recyclé avançait. Ouais, triste fin. Et il y a eu comme ça quelques accidents, malheureusement. Pourtant, la sécurité, quand on voit ça, on se dit tout est tip-top. Mais il y a toujours un moment où voilà, il y a un truc auquel on n'a pas pensé et ça arrive pas souvent, mais ça faisait peur quand on était là parce que c'était quand même des rouleaux qui tournaient à une vitesse et quand on a un peu d'imagination, on se dit oh là là, je mets le doigt là-dedans et my God, je suis en une fraction de seconde écrasé comme une, comme une feuille. Ouais, faut pas avoir trop d'imagination quand on travaille dans ces trucs-là. Mais même dans l'album, on a l'impression, passer une fois les grandes barrières de la ville-usine, là, que, en fait, les ouvriers sont un peu livrés à eux-mêmes, parce que finalement, ton personnage, le narrateur, est souvent livré à lui-même, il fait son propre chemin, on le guide un peu, mais pas tant que ça, en fait. Oui, parce que je racontais les moments où j'avais des pauses ou des trucs comme ça, mais bon, 80% du temps, fallait travailler, il y avait des pauses au travers. Et en fait, on n'avait pas le temps de papoter, mais je peux pas faire un album où le 80% du temps, je suis en train de travailler. Il y avait des moments, évidemment, pas de pause, mais quand le rouleau était en train de grossir et qu'il n'y avait pas d'accident, je peux m'asseoir et bouquiner un peu. Donc, moi, après, évidemment, comme c'est des chroniques, je mets des moments intéressants et je Mhm. raconte d'une façon concentrée tout ce qui s'est passé dans ces 3 étés. Donc, ça fait au final une image de l'usine bon, qui est pas très réelle. Oui, ça, il y a une question de Yves qui dit, vous en parlez un peu de façon nostalgique, on est loin de Putain d'usine ou de ce genre d'œuvre. Après, moi, là, c'est pas les chaînes. Moi, j'étais dans une usine qui est
avec des ouvriers spécialisés, donc qui étaient bien payés, ils sont syndiqués, et qui, la plupart étaient ravis d'être là parce qu'ils gagnaient bien leur vie, pour des ouvriers, évidemment, et c'est pas la chaîne de montage, c'est-à-dire que les gens qui ont fait un peu de chaîne de montage, moi j'en ai rencontré parce que depuis que j'ai fait ce livre-là, tout le monde me raconte leur boulot d'été et c'est assez marrant. Et ceux qui ont fait de l'usine où là c'est le même geste tout le temps, il y a de quoi virer fou. Et là, je comprends qu'on puisse dire putain d'usine, mais pour eux qui ont un métier qui manque quand même un peu de savoir-faire, qui est dans un vraiment qui est vraiment difficile, je crois que ils n'ont pas le même sentiment. Je crois qu'ils sont je dirais pas attachés à leur machine, mais une certaine fierté de faire ce qu'ils font, je crois quand même. Et puis, et ils avaient une flexibilité parce que c'est eux qui avaient décidé, comme le syndicat est assez fort, qu'ils feraient 4 jours sur 7. Donc c'était par contre des chiffres, comme on dit là-bas, de 12 heures, donc de 7 heures à 7 heures, ce qui est assez difficile quand même. Mais au bout de la semaine, ils avaient 3 jours de week-end. Donc c'était quand même chouette, il y avait une certaine flexibilité, ce qui est vraiment un luxe pour pas mal de gens, de boulot de ce genre. Et justement, dans l'album, on te voit aussi dessiner. On voit aussi que tu racontes en fait tes premiers amours en bande dessinée. Et est-ce que déjà à l'époque, tu pensais à faire de la bande dessinée ou pas vraiment? Oui et non, je lisais de la bande dessinée comme beaucoup, ça me passionnait, je dessinais. Mais disons que j'ai jamais eu des rêves au-delà de la réalité, hein. Je me disais, si je peux, j'ai fait des études d'art plastique en me disant, j'aime le dessin. Si je peux faire, c'est pas comme aujourd'hui où vraiment le marché de la bande dessinée a grossi, a explosé. À l'époque, nous, c'était du franco-belge qu'on lisait. Et j'imaginais vraiment, je voyais pas comment je pourrais me retrouver. Il y avait des magazines de bande dessinée au Québec, mais c'était vraiment des tout petits tirages. C'était complètement illusoire de s'imaginer de vivre de la bande dessinée. J'aurais pu par contre m'imaginer vivre de l'illustration, mais moi j'ai fait des études finalement un peu, pas par hasard, mais de dessin animé, d'animation. Je me suis retrouvé à travailler là-dedans. Et bon, donc ça se rapprochait beaucoup du genre de dessin que j'aimais faire. Mais c'est que beaucoup plus tard que je me suis dit, j'aimerais bien raconter mes histoires. C'est venu dans la vingtaine, dans la trentaine. Ouais, c'est pas quand j'avais 18 ans et que je faisais des études. Moi, j'avais rien de spécial à raconter. J'avais pas des envies d'histoire particulières. J'aimais dessiner, c'est tout. Donc voilà, bon, mes rêves étaient limités. Et du coup, quel a été le déclic quand tu as publié L'aventure est au coin de la rue ou Réflexion à l'association? C'est l'environnement, parce que dans le dessin animé où je travaillais, dans le studio, il y avait des gens qui faisaient à côté de la bande dessinée. Attends, moi j'ai eu la chance de rencontrer, et on est devenus des copains, Nicolas de Crécy, qui travaillait sur son premier album, qui travaillait sur Folie Gâteau. Ouais. Mhm. Et on a sympathisé dans le studio. Et puis un jour, il me dit ouais, je travaille sur un projet. Et puis je passe chez lui prendre un café. Et puis il me montre les pages de Folie Gâteau. L'album était presque fini. Et bon, on peut imaginer ma surprise. Parce que des gens qui font de la bande dessinée dans leur coin, des fois on voit ce qu'ils font, c'est sympa, mais tout est possible. Donc là, tout est possible, mais j'aurais jamais imaginé que je serais tombé sur voilà, un des plus grands graphistes de notre génération, dessinateur de notre génération. Et je vois les premières pages de Folie Gâteau, et je m'en souviendrai toujours. Hein. Je me disais, ouais, c'est bien. Et plus je tournais l'album, et à un moment, je me rendais compte que j'étais devant quelque chose de monumental. Mhm. Et donc voilà, j'ai rencontré Nicolas Crécy. Après, il y a un petit studio qui s'est monté. Il y avait Hubert Chevillard qui faisait de la bande dessinée qui était là, d'autres gens aussi qui étaient de passage à Montpellier. Et je me suis dit, tiens, moi je travaillais sur des projets de court-métrage d'animation à cette époque-là. C'était plutôt mon environnement. Et je me suis dit, tiens, de la bande dessinée, j'ai découvert ce que faisait l'association par les livres qu'ils publiaient. J'ai vu du David B, Le Cheval Blanc, les tout premiers livres qu'ils ont faits. Et puis le lapin, et je me suis dit, tiens, ils font vraiment des histoires qui, moi, me parlent. En fait, je trouvais que c'était de la bande dessinée pour les gens de mon âge, en fait par des gens de mon âge. Je me disais, il me semble que ça m'intéresse.
les thèmes qu'ils abordent, les trucs qu'ils peuvent dessiner, le style aussi. Et je leur envoyais une histoire courte par la poste qu'ils ont accepté. Et puis à un moment, je suis allé les voir à Paris. Et voilà, moi je pensais vivre de l'animation toute ma vie et faire des histoires courtes dans le lapin toute ma vie. Et ça m'arrangeait, ça m'allait parfaitement bien. Le paysage de la bande dessinée a beaucoup changé depuis cette époque-là. Il y a eu une énorme vague. Moi j'étais sur cette vague en fait, avec le roman graphique, avec mes voyages. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire que de la bande dessinée. Et j'ai arrêté l'animation. Et du coup, tes premiers albums, ils sont liés un peu, on va dire, à un découpage qui est proche de l'animation. Il y a beaucoup de gags très visuels et ça change un petit peu justement avec ton premier gros carnet de Shenzhen. Est-ce que là, c'était une volonté de changer ou c'est plutôt par le sujet où tu as été amené justement à travailler un projet différemment? Ben voilà, au début, j'ai fait des histoires aligner les autres et quand on regarde, c'est presque des petits courts-métrages. Ah, Donc j'étais vraiment dans une approche storyboard, découpage du mouvement, mais en même temps, ça m'intéressait beaucoup. Je me dis, en bande dessinée, on fait pas beaucoup ça, des histoires sans texte. Lewis en faisait pas mal déjà et mm. ça me fascinait. Est-ce qu'on peut faire passer comme histoire, comme sensation même, avec juste des images qui se suivent? C'est assez fascinant comme exercice d'ailleurs, c'est vraiment un très très bon exercice. Donc j'en ai fait comme ça, assez pour faire un petit livre. Et dans le Lapin, dans le magazine de l'association, moi, ça sortait chaque 2 3 mois. Chaque 2 3 mois, je prenais un moment pour essayer quelque chose de nouveau. Donc, je tentais un nouveau truc. J'avais fait quelque chose qui était très illustratif, le géant endormi, des trucs qui étaient un peu expérimental, en fait pour moi à l'époque, et des trucs au niveau narratif, en fait, de mélanger des narrations différentes. Je me rappelle que je lisais les résumés de Amour, gloire et beauté dans le Télérama. Et comme je l'avais jamais vu, j'avais découpé une semaine de Amour, gloire et beauté, et ça faisait 7 cases. Et j'essayais d'illustrer juste par le résumé l'histoire que j'ai jamais vue. Donc c'était assez fascinant à faire ce genre de truc, et je m'amusais beaucoup. Et ça m'a donné des outils narratifs vachement riches en fait, parce que en revenant de Chine où j'ai travaillé, j'ai pris des notes et je me dis, tiens, je pourrais peut-être faire comme pas mal d'autres à l'association faisaient, Lewis, David, Kilo, ils faisaient tous des histoires autobiographiques. Ouais. Et je me disais, ça serait intéressant de faire ça, peut-être avec des souvenirs de voyage. Et je revenais de Chine, je lis mes notes et je me dis, tiens, il y avait des anecdotes intéressantes. Et c'est commencé comme une histoire courte. En fait, c'est pour ça que le livre est scindé en 16 pages. Mhm. Parce que là, dans le lapin, on pouvait avoir un petit cahier de 16 pages et avoir une histoire. Donc j'avais fait une première page avec une image pleine page, et après il y avait 15 pages qui racontaient le début de mon voyage en Chine. Je me disais, j'en ferai peut-être une autre, mais on verra. Et après j'ai eu tout de suite envie de faire plus ou moins la suite, et les gens ils ont beaucoup aimé, et on s'est dit, on va faire un livre avec ça. Bon, après, c'était un peu compliqué parce que à l'époque, on m'a dit à l'association que avant de faire le livre, ils ne voulaient pas que le lapin devienne un magazine de prépublication Oui. et que tout ce qui passe dans le lapin sorte après en album. Donc, moi, quand j'ai appris ça, j'étais un peu déçu parce que je me voyais avec mon premier livre, Shenzhen. Donc il a fallu que j'attende. C'est pour ça qu'il y a eu Aline et les autres qui est sorti. Et Shenzhen est sorti un peu plus tard. Et je me suis dit, je vais arrêter de le prépublier dans le magazine. Et j'ai fait le tiers du livre pour que les gens qui achètent le livre, ils aient au moins du nouveau. C'est vrai que je comprenais la logique éditoriale derrière tout ça. Et du coup, comment tu travailles tu travailles à la plume sur papier ou il y a un petit peu de numérique? Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Maintenant, ouais, à la plume sur papier. Le dessin est toujours sur papier et j'ai pas de Cintiq. Par contre, j'ai une tablette et quand je fais des grilles ou des couleurs, je fais ça sur l'ordi. Moi, je me suis acheté un programme pour mettre en couleur là, qui est d'enfer, qui s'appelle Clip Studio Paint. Mhm. Et donc, je fais tout avec ça maintenant. Et ça, justement, l'arrivée de la couleur, c'est assez nouveau.
mais j'ai l'impression que dans les albums précédents, elle avait une fonction un peu narrative ou explicative. Mais là, dans ce dernier album, il y a plus un côté esthétique où on dirait que les choix de couleurs, ils accompagnent plus le dessin. Est-ce que c'est... Oui, ouais, moi j'aime bien. Finalement, je suis attiré beaucoup par les livres. Enfin, moi, les bichromies, deux couleurs, ça me suffit. Je voyais pas je pensais faire en noir et blanc ce livre pendant un moment, mais j'avais envie de faire en fait une bichromie. Je cherchais une couleur et le côté orange, ça me rappelait les anciens magazines qu'on avait qui des fois étaient une page en couleur et la page d'après c'était en orange et je trouvais qu'il y avait un côté un peu vieillot, donc vintage de mettre du orange là-dedans. Et puis en plus, ben, j'étais à l'usine, il faisait chaud à crever là-dedans, donc le orange fonctionnait assez bien pour exprimer ça. Et des petites touches de couleur, un peu comme j'avais fait c'était dans Chronique de Jérusalem où il y avait juste les bruits et deux, trois trucs. Moi, ça me va assez bien quand c'est simple, en fait, parce que mon dessin est simple. Mon texte est simple aussi. Je ne sais pas de faire de la littérature, en tout cas du style. J'essaie juste d'expliquer assez simplement ce que je veux faire passer par des phrases très très courtes et très simples, sujet, verbe, complément. Et donc voilà, simplicité de texte, de traits, et puis finalement de couleurs, ça va un peu ensemble. Il y a une question d'Étienne qui dit: est-ce que vous avez eu envie de travailler avec un autre dessinateur ou dessinateur, ou vous préférez assurer les deux à chaque fois, texte et dessin? Ben, jusque-là, moi j'aime bien faire mes projets, pas parce que je décide que je vais toujours travailler tout seul et que je ferai tout le temps, hein, mais c'est-à-dire que je me dis, ah, je pourrais peut-être faire ça comme projet. Il y avait mes voyages qui prenaient le pas, après il y avait l'histoire avec Christophe André, et après travailler avec un autre, ça pourrait arriver en fait, qu'on me propose quelque chose. Euh, mais bon, ça dépend. Ça fait envie, oui et non. Donc, je dis pas non, mais il faudrait que ça soit quelque chose, voilà, une espèce de détente où, tiens, j'ai envie juste de dessiner pour me détendre et je vais me concentrer là-dessus et on m'apporte un scénario qui me plaît, pourquoi pas. Et du coup, est-ce que quand tu travailles sur un projet comme celui-ci, Chronique de jeunesse, tu penses à d'autres projets ou tu es focus sur uniquement celui-là? Forcément, on passe un temps fou à dessiner ces trucs-là, hein. Ça dure un an et demi. Et pendant cette année et demie, on a largement le temps d'imaginer beaucoup de projets. Il se trouve que là, celui-là, l'album est sorti en janvier. Il y a j'ai des envies assez différentes, donc là j'essaie juste de pousser chacune de ces envies, parce que des fois c'est un peu flou, ça dépend à quel niveau elle est, mais des fois il y a des très bonnes idées qui, une fois sur papier, se concrétisent pas comme étant des très bonnes idées, il y a un peu de tout, Mhm. et il faut savoir traduire en fait, traduire des fois juste une ambiance qu'on a, une idée qu'on a, et voir si ça fait une bonne histoire. Moi je me rappelle que quand j'ai fait le guide du mauvais père, j'ai fait une histoire que j'ai mis sur mon blog Mhm. avec cette histoire de ma petite fille où j'oublie de mettre un sou parce qu'elle a perdu sa dent, elle le met sous l'oreiller. Et le lendemain, j'oublie encore. Donc je raconte cette histoire et il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent moi aussi ça m'est arrivé. Et donc là j'utilisais le blog comme ça un peu pour la première fois. J'ai trouvé ça assez agréable d'avoir un retour de papa. Je me sentais moins seul, Mhm. qui avait oublié. Et j'en ai fait deux et trois, et puis c'est devenu voilà, quatre albums, quatre petits albums. Et des fois, je fonctionne comme ça. J'essaie un truc et ça me donne envie de le pousser, et puis j'avance. Ça commence des fois par des histoires courtes. Et là, pour tes prochains projets, tu essayes des choses, tu mets sur papier des idées ou tu y réfléchis encore? Non, là, je suis dans l'étape où j'essaie. C'est-à-dire que il y en a un où ça va être quelque chose d'assez écrit. Donc là, j'essaie d'écrire toute la trame, voir si c'est possible, parce que je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait adapter ça ou ça, puis revenir dessus. Donc pour avoir un peu une réponse, je suis obligé de mettre la main à la pâte, donc d'écrire le truc, voir si ça tient, si c'est possible. Et à partir de là, j'essaie de faire quelques dessins. Et en même temps, comme je viens de finir un album, des fois j'ai envie de faire juste du dessin, donc je m'amuse à prendre des photos, des portraits ou faire des croquis.
Et après, au milieu de tout ça, ben, je me dis, des fois je me lève, je me dis, ah, mais on pourrait faire ça aussi comme idée. Et hop, j'ai un nouveau truc et je me dis, bah, ça tombe bien, j'ai le temps pour essayer des trucs nouveaux. Donc voilà, c'est une période assez chouette où c'est un peu les limbes des envies et puis des projets où il y a des trucs qui tombent et on choisit ce qui sera le plus perspicace, en tout cas le plus intéressant à faire pour le moment. Et en parlant de choses intéressantes, quand tu travailles sur un album, par exemple Chronique de jeunesse, c'est quoi la partie la plus agréable ou le moment que tu préfères faire sur un album? Euh, ben, sur Chronique de jeunesse, donc j'ai commencé à prendre en note tous les souvenirs, à les dessiner. Alors, ce qui est, c'est dur à dire là-dessus. Il y a la couleur, c'était assez chouette à faire. Pourtant, habituellement, c'est assez rédhibitoire parce que c'est répétitif. Mhm. Mais là, j'étais dans un processus où j'apprenais un peu à travailler avec des. J'ai appris un petit peu des choses nouvelles en faisant la couleur sur cet album-là, donc ça c'était intéressant. Mais en fait, c'était le dessin, parce que plus ça allait dans l'album, plus je prenais mon temps à, à faire des fumées, des tuyaux, des grues, et ça me plaisait de plus en plus. On le voit dans l'album, plus ça va, plus les pages sont remplies avec plein de petits décors. Et ça m'a beaucoup plu à faire, ouais, cet environnement de juste de dessin pur. Et, euh, et la façon dont je travaille, c'est que j'ai pas de, tout n'est pas écrit à l'avance, c'est-à-dire que j'ai que des notes où je me dis, bon, je vais raconter d'abord ça, cette anecdote-là, l'histoire où le gars est venu, après quand j'ai compris que. Donc tout ça est sur 3 feuilles, et en fait, ça va être mon scénario Mhm. pour ce genre de livre. Et, euh, et des fois, j'arrive le lundi matin, je me dis, bon, ok, ça a été fait, et je reviens sur le papier que j'ai fait un an avant, et je me dis, bon, ça c'est fait, et ah oui, ça, d'accord. Et là, ben, le matin, je sais même pas ce que j'avais prévu de faire, mais en lisant, je me dis, ah oui, tiens, on va faire ça, ça va être drôle. Et puis, paf, ben, je passe la moitié de la journée à mettre en page ce que sera la page et le dessiner l'après-midi. Donc en fait, ces étapes-là, ils sont tous assez chouettes. Mhm. Il y a une lassitude qui se fait, hein. J'arrive pas en me disant, ouais, encore une autre page à dessiner, parce que quand on est rendu après 50, après 100 pages, bon, on tire un peu la langue parce qu'on a envie que le projet se finisse. Mais la façon dont c'est conçu, ces histoires de chroniques, c'est pas très contraignant. Ouais. Et du coup, j'en profite pour regarder le temps. On va vers les dernières questions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez des dernières, le temps que ça arrive, parce qu'il y a un petit décalage de temps. Et moi, je voulais te poser la question, tu publies chez plusieurs éditeurs. Est-ce que le choix des éditeurs est lié au projet ou plutôt au retour que tu peux avoir de tes différents éditeurs? Non, parce que moi, je travaille beaucoup avec mon directeur de collection chez Delcourt, c'est Lewis Trondheim. Je le connais depuis l'association, il habite à Montpellier, donc je le vois souvent et puis je lui parle des projets que j'ai envie de faire et des projets que, des fois quand j'ai. Voilà, donc je suis en relation avec lui, donc forcément. Quand j'ai un projet et puis je me dis ça va peut-être l'intéresser, je lui en parle, ou je l'avance et puis à un moment je lui en parle. Donc moi je suis dans une situation où je peux avancer un projet sans en parler à un éditeur. Et comme chronique de jeunesse, je me doutais bien que ça l'intéresserait. Donc j'ai fait, je crois, la moitié de l'album avant d'en parler. Mhm. Et, après, quand Lewis a su ça, non, Lewis l'a su avant, mais une fois que l'éditeur est au courant, ben, lui, il prévoit tout de suite déjà une sortie telle date, telle date. Et là, ben, tout à coup, on se retrouve, ah, il faut speeder pour finir, pour essayer de sortir avant telle date. Donc, il y a toujours, voilà, donc ça, j'essaie d'éviter le plus possible, parce que terminer un album en charrette, c'est pas très agréable. Et une fois qu'il est imprimé, ben, il va rester comme ça, donc c'est embêtant. Donc j'essaie d'éviter ça, c'est pour ça que voilà, je prends mon temps avant d'en parler aux éditeurs alentour de moi. Mhm. Et tu as une question de Mathilde qui revient un peu sur la relation avec ton père. Alors, on l'a un petit peu évoqué au début du live, mais du coup, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur la façon dont tu l'as dessiné ou tu as abordé le personnage en lui-même? Bon, tu sais, j'ai des photos de pas dans son appartement quand il nous parle, donc je les ai montrées
moi, j'ai aussi deux sœurs et un frère, et je leur ai envoyé les images pour voir un peu leur réaction. Et mon frère, il dit, ah oui, c'est tout à fait pas. Et ça leur rappelait des moments quand ils étaient là-bas, dans cet appart, à écouter pas, qui des fois, enfin, qui avait pas, qui partait un peu en monologue de son côté là. Et donc, la façon dont j'ai abordé ça, c'était un personnage comme un autre. En fait, il y avait cet appart que je connais par cœur, donc là, c'était pas compliqué de le dessiner. Ces petits moments-là qui étaient un peu des résumés de la façon dont, surtout à la fin de sa vie, il était vraiment enfermé dans son petit monde, dans sa tête, il voyait personne. Et donc, voilà, à un moment, je voulais en rajouter quelques pages en plus et expliquer un peu plus la relation. Mais j'y suis pas arrivé en fait parce que ça demandait là beaucoup de finesse d'écriture et j'ai pas réussi à trouver les mots pour et ça, j'avais peur que ça fasse trop aussi parce que je voulais quand même que ça soit vraiment en filigrane. J'avais pas envie de m'apesantir là-dessus. Je voulais revenir à la fin sur ça. Et puis voilà, après quand je l'ai fait lire à mes frères, mes sœurs, bah, ils trouvaient que c'était bien parce que justement, j'en disais un peu, mais pas trop. C'est comme ça me va. Et tu as une question d'Étienne qui te demande comment tu as décidé de ce double dessiné, parce qu'on voit qu'il a évolué un petit peu avec le temps, mais comment tu as créé ton avatar? Ben, avec Shenzhen, en allant là-bas, c'est vrai que le dessin a changé, la technique était très différente aussi, et ça s'est simplifié, ouais. Comme d'ailleurs ma façon d'écrire aussi s'est simplifiée, c'est devenu beaucoup plus, voilà, un style beaucoup plus à plat, plus descriptif, et ça me va très bien. Et le dessin est devenu un peu plus graphique, en fait, dans Chronique Birman, ça s'est un peu stabilisé. Et après, ben, Jérusalem, ça me plaît bien, c'est un petit style simple qui est un peu cartoon des fois, parce que tout tend vers l'humour hein, avec ce que j'aime raconter. Et donc ça me va aussi. Donc le dessin est devenu un peu plus cartoon. Après, je vais être embêté, je crois, dans le futur, parce que j'aimerais bien que le personnage, comme moi, vieillisse, prenne des rides, des fois je me dessine avec des petites lunettes, c'est pas mal, ça fait papa. Et, mais pour les rides et tout ça, comme c'est vraiment qu'une forme très très simple, ça va être un peu plus compliqué. Il faudrait que j'essaie de travailler là-dessus. Ouais, je voudrais pas passer pour quelqu'un qui veut se dessiner plus jeune qu'il est. Et du coup, par rapport justement aux recherches et au style, est-ce qu'il y a des choses que tu lis toi en BD qui te marquent ou est-ce que tu lis plutôt pour le plaisir ou tu fais un peu des recherches, tu regardes un peu ce qui se passe en ce moment? Uniquement pour le plaisir. En fait, j'en lis beaucoup. J'ai des phases où c'est des romans, mais je reviens toujours. Et moi, je suis assidu de la médiathèque. Il y a des copains qui m'en prêtent, et puis il y a des éditeurs qui m'en envoient. Donc des BD, chez moi, j'en ai beaucoup. Hein. Disons que mes tablettes sont plus que remplies. Et là, de ces temps-ci, je lisais. J'ai terminé le Lisa Mandel, Mhm. une année exemplaire. Moi, j'ai bien rigolé. Franchement, elle est drôle. Ouais. Elle a vraiment une façon efficace. Voilà, c'est juste bien fait. Ouais. Et bon, voilà, j'ai lu ça avec plaisir. C'est vraiment chouette à lire. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça avec un album. Là, je lis un livre de Gilles Rochier que j'aime beaucoup. Je connais Gilles. Il travaille avec une maison d'édition qui s'appelle Six Pieds Sous Terre, qui est ici à Montpellier. Donc, de temps en temps, je le croise quand il descend. Mais là, c'est un livre chez Casterman qui s'appelle Solo. Ben, je l'ai à côté de moi. Et je ne l'ai pas encore lu, celui-là, où je l'ai déjà lu il y a longtemps. Mais comme il était à la médiathèque, je l'ai pris. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Moi, je l'avais découvert avec TLMP, qui est Ouais. un super livre. Et en même temps, je lis une autre BD que j'ai commencé, mais que j'ai mis de côté. Je pense qu'il faudra que je la reprenne du début. C'est le dernier Chris Ware, Mhm. dont j'ai oublié le nom, mais il est Bon. à l'italienne. Et il était nominé à Angoulême, donc j'aime bien aussi quand je vois un livre qui était nominé à Angoulême, hop, l'essayer et puis voir un peu ce qui avait été sélectionné. C'est toujours, c'est des,
c'est des bonnes suggestions de lecture, en fait. Quand on voit le PDF de ce qui est à Angoulême, Mhm. franchement, on peut y aller. Moi, j'ai découvert comme ça des mangas, des trucs que j'aurais jamais lus par ces sélections. Ouais, je suis assez d'accord. Eh ben, on va se quitter sur cette bonne note et ces conseils-là. Un grand merci, Guy, pour avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Et un grand merci à vous qui avez posé des questions dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'album Chronique de jeunesse, vous pouvez aller voir sur Bubble, il y a une chronique écrite avec des extraits. Et si vous avez manqué le début, tous les lives en fait sont accessibles en replay, donc vous pouvez regarder ça aussi. Et je vous donne rendez-vous, moi, le 16 avril avec Fabien Rocher qui viendra parler de son premier album, La météorite de Hodge. Donc bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.